Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vous propose de découvrir avec moi le système de règles pour Gods, le jeu de rôle. Les règles de Gods sont basées sur le système Totem aussi utilisé dans Vermine 2047 et je vous propose de couvrir la quarantaine de pages qui expliquent le corps du système Totem ou en tout cas du système utilisé pour Gods qui est le système Totem avec peut-être quelques modifications, quelques adaptations pour Gods, le jeu de rôle. Donc, dans Gods, qu'est-ce qu'on a? On va avoir 8 caractéristiques, 8 caractéristiques qui vont la plupart du temps être scorées, on va dire, basées sur entre 1 et 3, 1D et 3D, même si, comme on l'indique, on peut parfois monter à 4, voire 5D, et certaines créatures, certains personnages pourraient même potentiellement monter au-delà de 5D, mais pour des personnages joueurs, techniquement, on ne peut pas monter au-delà de 5D. Ces caractéristiques, elles définissent vraiment la base de votre personnage. Elles sont séparées en 4 catégories. Donc il y a les caractéristiques physiques que sont la puissance et la résistance, les caractéristiques manuelles que sont la précision et les réflexes, les caractéristiques mentales que sont la connaissance et la perception, et les caractéristiques sociales que sont la volonté et l'empathie. Donc avec ces caractéristiques, on définit la base de notre personnage et c'est un certain nombre de dés qu'on sait qu'on va pouvoir lancer lorsque on réalise un test. À ces dés vont s'ajouter des dés bonus et des relances potentielles liées à des compétences et des spécialités. Mais vraiment, la base du nombre de dés qu'on va lancer part de cette caractéristique. Au-delà de ça, on a aussi des compétences, comme je venais de le dire, et ces compétences, elles sont au nombre de 30, et elles sont séparées entre 6 catégories. L'homme, l'outil, l'arme, l'animal, les terres sauvages et l'inconnu. Dans chacune de ces 6 catégories, il se trouve qu'il y a 5 compétences. Donc, la création du système a été décidée pour que chaque catégorie ait autant de compétences, à savoir que à la création de personnage, un personnage peut avoir une de ces catégories comme étant un petit peu plus facile d'accès et pourra dépenser de l'expérience et augmenter les compétences de cette catégorie plus facilement que les autres compétences. Certaines compétences sont considérées comme rares de niveau 1 ou rares de niveau 2 et cela pourra influencer le jet de dés, notamment si un personnage qui ne dispose pas de ces compétences essaye de faire un jet de dés sans la compétence adaptée, mais aussi ça influera sur comment on peut acquérir cette compétence, les points d'XP ou les dés d'expérience qu'il faudra dépenser pour acquérir cette compétence. Donc les compétences, il y en a 30, elles sont dans le tableau ici, page 262, page de gauche. Je ne vous fais pas le détail, mais 30 compétences, ça fait un assez gros nombre qui permet d'avoir pas mal d'options et qui permet de différencier son personnage un petit peu comme on veut. Donc 8 caractéristiques, 30 compétences, ça fait quand même pas mal de combinaisons possibles puisque une compétence n'est pas directement liée forcément à une caractéristique. Donc on pourrait tout à fait faire un jet d'une compétence en lien avec une ou l'autre caractéristique selon la situation, selon ce qu'on essaye d'accomplir. Contrairement aux caractéristiques qui sont notées en D, c'est-à-dire on peut avoir 1D, 2D, 3D, 4D, 5D dans une caractéristique, pour les compétences, on a un niveau qui va être débutant, confirmé, expert, maître, grand maître ou légende, et ça va définir un nombre de dés additionnels qu'on va pouvoir lancer lorsqu'on fait un jet lié à cette compétence, mais aussi un certain nombre de relances qu'on va pouvoir effectuer. Donc quand on est débutant dans une compétence, ça va nous donner plus un dé mais plus 0 relance, tandis que quand on est confirmé, on va avoir plus un dé et plus une relance. Donc à chaque étape, en fait, on va soit avoir plus un dé, soit plus une relance, ça va s'alterner, ce qui fait que la montée est un petit peu moins rapide que simplement avoir des dés en plus, même si dans les faits, on va souvent avoir des dés qui vont échouer, donc la relance fonctionne à peu près comme un dé bonus, à part que ça limite quand même le nombre de succès maximum si jamais on faisait un très bon jet de dés. Les relances, elles ne sont pas obligatoires, bien sûr, et si on relance un dé qui a déjà fait un succès, ça ne compte pas comme un succès supplémentaire, ça efface le succès qu'on relance. Donc ça ne sert pas à grand chose de relancer une réussite, on va dire. Et on peut choisir ou non de faire ces relances, et on peut même faire des relances plusieurs fois à la suite. Consécutivement, c'est-à-dire que si j'ai par exemple
4 dés et 2 relances, je pourrais tout à fait faire 3 succès, un échec, dépenser une de mes relances pour relancer une première fois ce dé-là, et si je refais un échec, redépenser une deuxième relance pour réessayer encore une nouvelle fois d'avoir mon 4e succès. Voilà. Après, on a un petit paragraphe sur les langues. Donc selon le niveau dans la compétence de rune, on va avoir un certain nombre de langues qu'on peut connaître. Et ensuite, on a 3 pages qui définissent, expliquent chacune des compétences. Donc on a 5 compétences par catégorie, 6 catégories, ce qui fait 30 compétences. Et on a un petit tableau avec chacune de ces catégories, les 5 compétences, une description rapide de la compétence et aussi des exemples de spécialités, puisque chaque compétence peut avoir des spécialités. Donc on explique, voilà, par exemple, dans la catégorie homme, il y a la compétence cité. Cette compétence englobe de nombreuses choses, la connaissance des lois et des rumeurs, du commerce, du sens de l'orientation en ville, la capacité à connaître les meilleures auberges, trouver des marchands particuliers, etc., etc. Et les spécialités pour la compétence citée, par exemple, il y a commerce locaux, groupe criminel, hiérarchie locale, lieu incontournable, loi, organisation locale, etc., etc. Donc on a les spécialités, c'est vraiment que des exemples, mais avec 30 compétences, on a déjà un gros panel. Je trouve qu'on est dans la catégorie haute, en tout cas personnellement, de ce qui est acceptable, on va dire, ou faisable en jeu de rôle. Et sur un jeu de rôle où il y a trop de compétences, je trouve que c'est difficile de s'y retrouver et d'avoir une utilité dans ces compétences-là. Entre 15 et 30, c'est pas un mauvais nombre. J'ai un peu peur, j'ai pas encore énormément testé Gods, mais j'ai un peu peur que 30 ce soit un petit peu trop, à voir avec l'expérience. Mais donc voilà, on a ces 6 tableaux-là. Et ensuite un petit paragraphe sur les spécialités. Donc quand un personnage possède une spécialité dans une compétence, il a plus un dé lorsque la spécialité s'applique. Donc forcément la spécialité devrait être très spécifique, ça ne devrait pas être quelque chose qui peut s'appliquer tout le temps, et ça permet d'avoir un dé supplémentaire qu'on lance. Après on parle des difficultés des jets et des réussites. Donc quand on entreprend une action, on va annoncer, l'oracle va dire tu dois me faire un jet sous cette caractéristique et cette compétence. Donc par exemple ça pourrait très bien être un jet en mental, connaissance et cité, connaissance plus cité, mais ça pourrait très bien être perception plus cité. Ou empathie plus cité. Bien sûr, il y a des choses qui ne fonctionneraient pas. On va rarement ou jamais demander quelque chose comme puissance plus cité, mais quelque chose comme l'athlétisme, on pourrait très bien avoir de la puissance plus de l'athlétisme, ou de la résistance plus de l'athlétisme, ou de la précision plus de l'athlétisme, ou des réflexes plus de l'athlétisme. Donc on voit qu'il y a quand même, ou même connaissance plus athlétisme pour quelque chose d'assez particulier. Mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'options différentes de combinaisons entre caractéristiques et compétences selon ce qu'on essaye de faire. Donc l'oracle, c'est-à-dire le meneur de jeu, va dire fais-moi un jet de compétences plus caractéristiques. Le joueur va proposer aussi une spécialité, va dire ah oui mais oublie pas j'ai telle spécialité, donc pour avoir son dé bonus potentiellement. Il y a des bonus et des malus qui peuvent s'appliquer, par exemple de la fatigue, des choses comme ça, des blessures qui peuvent faire plus ou moins, si c'est des bonus, des dés supplémentaires lancés, si c'est des malus, des dés en moins dans le pool de dés à lancer. Et après, le MJ, l'oracle, va pouvoir définir la difficulté du jet de dés. Là, il y a un tableau classique qui dit, bah voilà, difficulté 5, 7 ou 9, mais il ne faut pas hésiter à varier les difficultés. On peut tout à fait avoir des difficultés banales comme 3, ou des difficultés à 6 ou 8, voire à 10. Bien sûr, on ne peut pas faire au-delà de 10 puisque on utilise des D10 j'ai pas expliqué, mais le système totem utilise des D10. Voilà, on parle de potentialité de réussite automatique, d'interpréter les réussites, des oppositions. Genre d'opposition, c'est simple, c'est les deux joueurs vont faire, enfin les deux personnages qui s'affrontent vont faire un jet de dés, et celui qui fera le plus de succès remportera l'opposition. On parle des bonus et des malus, et là, très important, on parle des handicaps. Qu'est-ce que c'est les handicaps? C'est vraiment un point clé du système totem. J'en ai peut-être légèrement parlé déjà dans ma vidéo sur Vermine 2047, vu que j'ai fait une revue en 1 heure de la gamme Vermine 2047. Mais donc qu'est-ce que c'est les handicaps? Les handicaps, c'est globalement des succès supplémentaires qu'il va falloir obtenir pour réussir son action. Autant la difficulté du jet dépend de ce qu'on essaye d'accomplir, autant les handicaps s'ajoutent lorsque les conditions de réalisation de l'action sont plus difficiles que de façon standard, on va dire. Donc par exemple, si j'essaye de tirer dans une cible à 5 mètres de moi avec un arc, la difficulté va être de 5. Par contre, si j'ai les yeux bandés, ou que il fait nuit, ou que j'ai du sable dans les yeux, ou que j'ai que 2 secondes pour tirer, et que la vie d'un coéquipier et d'un de mes coéquipiers est en danger, dans ce cas-là, potentiellement, il va y avoir un handicap qui va être plus ou moins lourd.
le handicap va se traduire sur un succès supplémentaire qu'il faut obtenir. Donc un jet de base sans handicap, c'est je vais avoir peut-être, je sais pas, 5 dés à lancer, difficulté 5, bah, si je fais au moins un 5 sur mes dés, j'ai réussi mon jet de dés. Chaque dé correspond à un succès. Donc par exemple, je peux faire une très grande réussite, on va dire, en ayant 3-4 succès. Quand on ajoute des handicaps, ça veut dire qu'il va falloir plusieurs dés qui vont indiquer ce chiffre ou plus. Donc si j'ai difficulté 5, handicap 3, il va falloir en plus du succès de base 3 succès supplémentaires, donc 4 succès au total, donc ça veut dire 4 dés qui font 5 ou plus. À savoir que les handicaps ne diminuent pas le nombre de succès, c'est-à-dire que ça diminue la probabilité de réussir mon action, mais si mon action réussit, on prend tous les succès en compte et donc l'action sera très bien réussie. Donc si je tire sur une cible à 5 mètres, normalement, j'ai 4 dés difficulté 5 et je fais 4 dés à 5+, ben j'ai 4 succès. Si je tire sur la même cible, les yeux bandés, avec handicap 3, il me faut 4 succès, mais si j'arrive à faire 4 dés à 5+, je fais aussi 4 succès. Je ne réduis pas mon nombre de succès par mon nombre de handicaps. Voilà. On nous explique des précisions sur les handicaps, sur les difficultés augmentées, etc. On explique aussi que s'il y avait plus de handicaps qui s'accumulaient, c'est un peu, j'ai l'impression, proposé comme une règle optionnelle, mais dans le reste du livre, c'est pas vraiment optionnel, c'est utilisé comme ça. C'est que si on dépasse 3 de handicap, on augmente, plutôt que d'augmenter plus les handicaps, on augmente la difficulté. Donc par exemple, j'ai une difficulté 5. Si je devais avoir 4 handicaps en plus de ma difficulté 5, et ben en fait je vais avoir 3 handicaps, donc il me faudra 4 succès, et ma difficulté passera de 5 à 6. Donc tous mes dés devront faire 6 plus pour générer des succès. Voilà pour la difficulté et les handicaps. Après, grosse partie importante du système de Gods et du système totem en général, c'est les réserves. On a 2 réserves. On a la réserve de sang-froid, la réserve d'effort. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, c'est des réserves, des pions, des dés qu'on va pouvoir consommer pour augmenter nos chances de succès. Les dés de sang-froid ou la réserve de sang-froid, on puise dedans avant de faire un jet de dés. Chaque point de sang-froid ou chaque dé de sang-froid que l'on consomme va nous permettre de lancer un dé supplémentaire. Donc si par exemple je dépense 3 points de sang-froid ou 3 dés de sang-froid, je vais ajouter 3 dés à mon pool de dés que je vais lancer pour mon test. À savoir qu'on ne peut pas dépenser plus de sang-froid dans un test que notre caractéristique associée. Donc si j'ai 1 dans ma caractéristique, plus une compétence qui me rajoute des bonus, mais j'ai que 1 dans la caractéristique, et ben je pourrais dépenser que 1 dé de sang-froid, et donc je ne pourrais qu'ajouter un seul dé à ce jet, alors que si j'ai 3, 4 ou 5 dans ma caractéristique, potentiellement je pourrais dépenser plus de sang-froid et lancer jusqu'à 3, 4 ou 5 dés supplémentaires. Ça me donne plus d'options, plus de capacité de faire un gros jet de dés, on va dire. Et ensuite, il y a la réserve d'effort. Et la réserve d'effort, elle s'utilise après qu'on ait lancé les dés. Chaque dé d'effort que l'on dépense permet d'effectuer une relance supplémentaire. C'est les mêmes règles et les mêmes limites que les relances liées aux compétences. Et c'est aussi les mêmes règles et les mêmes limites que la réserve de sang-froid, dans le sens où on ne va pas pouvoir dépenser plus de dés d'effort que notre caractéristique. On peut tout à fait combiner des relances d'une compétence et des relances de dés d'effort. Donc si j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de succès, je vais pouvoir dépenser du sang-froid pour avoir des dés supplémentaires, puis faire mes relances de compétences, et si ça ne suffit toujours pas, dépenser des dés d'effort pour refaire encore des relances. Parfois, on peut obtenir des dés bonus ou des relances gratuites, et on peut récupérer des dés de réserve ou en perdre selon des caractéristiques particulières. Par exemple, si je ne mange pas de la journée et que j'ai faim, ben je vais perdre un dé dans mes réserves d'effort et de sang-froid. Si jamais ma réserve de sang-froid arrive à 0, j'aurai moins un dé à toutes mes actions mentales et sociales. Si ma réserve d'effort arrive à 0, j'aurai moins un dé à toutes mes actions physiques et manuelles. Donc je vous rappelle, ces catégories-là sont les 4 catégories qui séparent les caractéristiques. Physique, on a puissance-résistance, manuel, on a précision-réflexe, etc., etc. Si les 2 réserves sont à 0, on a moins 2 à toutes nos actions, et là ça devient compliqué. On a aussi un système de réserve de groupe, puisque dans le système totem, que ce soit Vermine 2047 ou Gods, le groupe est important. Donc on a un système de réserve de groupe qui peut avoir son importance avec des capacités de groupe, mais je ne vais pas rentrer dans les détails durant cette vidéo, et on peut aussi perdre et gagner des dés de réserve de groupe. Après, on a 4 pages, il me semble, sur les armes, les armures. On explique que donc les armures, elles ont 3 indices différents de protection. Un qui protège des dégâts contondants, un qui protège des dégâts perçants, et un qui protège des dégâts tranchants. Donc
chaque armure n'a pas la même efficacité. Par exemple, une armure matelassée, elle va donner 3 de protection contre du contondant, 1 de protection contre du perçant, 2 de protection contre du tranchant. C'est cette protection, en fait, à chaque fois qu'on subit des dommages, ça va réduire de cette valeur-là le nombre de dommages que l'on subit. Certaines armures ont un trait qui est lourd 2, lourd 3, il faut une puissance, une caractéristique de puissance égale au moins à 2 ou à 3 pour ne pas subir de malus quand on utilise cette armure. Et certaines armures et certains boucliers aussi une mobilité 1, 2 ou 3. Et ce malus de mobilité, même si vous avez une puissance élevée, dès que vous portez quelque chose qui donne mobilité 1, 2 ou 3, ça correspond à un handicap 1, 2 ou 3 sur toutes vos actions athlétiques. Nager, courir, mais aussi attaquer, parer, esquiver, etc. Donc quand on est un gros tank dans God, ça veut dire que par exemple si j'ai une cote de maille, j'ai un truc mobilité 3, je vais avoir beaucoup de protection, mais comme j'ai mobilité 3, tous mes jets d'attaque se feront déjà de base à handicap 3, tous mes jets de parade ou d'esquive se feront à handicap 3. Donc si j'arrive à parer, esquiver, attaquer avec des succès supplémentaires, tant mieux, mais parce que on le rappelle, quand on arrive à réussir un jet malgré un handicap, le nombre de succès total est considéré. Donc même si j'ai un handicap 3, quand je fais mon attaque, les 3 succès obtenus pour passer le cap du handicap 3 sont considérés comme vraiment des succès obtenus, mais ça rend plus difficile la réalisation de toutes ces actions-là. On a des armes, une petite liste d'armes avec principalement des armes de corps à corps, des armes de tir, avec les dommages. Les dommages des armes de corps à corps sont basés sur la puissance. Donc par exemple une épée, ça va être puissance plus 1. La puissance c'est une caractéristique, donc si j'ai 3 dans ma caractéristique de puissance, ben, quand je vais frapper avec mon épée de base, je sais que je vais faire 4 dégâts tranchants avec cette épée. C'est assez marrant, on peut pas, par exemple avec une lance on peut faire du perçant, avec une épée on ne peut que faire du tranchant, pas du perçant. Mais bon, un détail. Et on a des armes de tir, ce qui est assez marrant c'est que les armes de tir ne dépendent pas de la puissance. Donc par exemple un arc lourd, c'est 4 de dommages, quelle que soit la puissance du tireur. Par contre elle a lourd 3, donc ça veut dire que si je n'ai pas au moins 3 en puissance, je ne peux pas manier un arc lourd, mais ça veut aussi dire que si j'ai 4 ou 5 en puissance, je ne ferai pas plus de dégâts que quelqu'un qui a 3 en puissance. Et un arc léger, 2 lourds, donc il faut que j'ai 2 en puissance pour pouvoir le manier sans malus, mais que j'ai 2, 3, 4 ou 5 en puissance, je ferai les mêmes dommages de base. Voilà, donc les armes assez simple comme tableau, on va dire. Ensuite, on parle du combat. Donc, dans le combat, il y a un ordre d'initiative. Cet ordre d'initiative, c'est la valeur de réaction, c'est un nombre de réussites obtenues sur un jet de réflexe plus vigilance. Donc, réflexe étant la caractéristique, vigilance étant la compétence. Chaque personnage qui rentre dans un combat fait un jet de réflexe plus vigilance. Chaque succès obtenu permet d'avoir une valeur de réaction qui me fait agir plus ou moins tôt dans le tour. Plus j'ai de succès, plus j'agis tôt dans le tour. Sachant qu'on a 3 états en début de combat, on peut être en état offensif, actif ou passif. Par exemple, si on est surpris, on est passif. Si on est en train de déclencher le combat, on est offensif. Et donc, selon cet état, on va avoir une difficulté plus ou moins élevée à notre jet de réaction, à notre jet de réflexe plus vigilance. 5, 7 ou 9. Ensuite, on explique qu'il y a un ordre de combat. Chaque personnage agit chacun son tour. Donc, un truc assez classique de jeu de rôle où on va avoir un tour de jeu qui dure, il me semble qu'ils indiquent quelque part que c'est 5 secondes, un tour de jeu. Et quand on agit, on peut faire un déplacement de puissance fois 2 mètres maximum. Donc si j'ai 3 en puissance, je peux faire 6 mètres de déplacement durant mon tour. Je peux faire une action simple au lieu de me déplacer à la place, comme dégainer une arme, ramasser un objet, etc. etc. Je peux dépenser un dé d'effort pour me déplacer et faire une action simple. Et dans tous les cas, en plus de ça, je peux faire une attaque. Voilà, une seule attaque par tour. Et il y a un système de difficulté croissante, puisque tu as une action première par tour, que ce soit une attaque ou une défense, et ensuite chaque action ou réaction que tu fais plus tard, c'est des actions supplémentaires, et à chaque action supplémentaire que tu fais, la difficulté de cette action est augmentée de plus 2 par action que tu as déjà fait. Donc par exemple, j'attaque quelqu'un, quand on va m'attaquer plus tard dans le tour, et pour me défendre, j'aurai plus 2 à mon jet de difficulté. Si on m'attaque avant que j'ai le temps de l'attaquer et que je décide de me défendre activement, quand j'attaquerai, j'aurai plus 2 à mon jet de difficulté pour attaquer. Si on m'a attaqué 2 fois et que j'ai décidé de me défendre activement 2 fois, sur ma deuxième défense, j'ai plus 2 à mon jet de défense en difficulté. Donc c'est de plus en plus difficile pour moi de me défendre. Et quand j'attaquerai, comme ce sera la troisième action que je ferai dans le tour,
et ben j'aurai plus 4 à mon jet de difficulté pour attaquer. Donc ça peut se cumuler assez vite et on peut voir déjà que en théorie, en termes de game design, être en sous-nombre, ça peut être très vite difficile d'arriver à faire des bons jets de dés et d'arriver à se défendre ou attaquer. Sachant que, comme je l'ai dit, on peut attaquer qu'une fois par tour. On peut attaquer au contact ou à distance. Quand on attaque au contact, ce qui est assez marrant, c'est que selon notre niveau dans notre compétence, débutant, confirmé, expert, etc., on peut choisir nous-mêmes la difficulté d'attaque. De base, c'est 7, mais quand on est expert, par exemple, on peut mettre la difficulté d'attaque à 5 ou à 9 plutôt que 7. Et vous allez me dire, mais pourquoi se rendre la vie difficile et la mettre à 9? Eh bien, parce que le jet du défenseur, si le défenseur décide de se défendre activement, son jet sera au même niveau de difficulté. Donc si un attaquant choisit d'utiliser un niveau de difficulté 9 pour son attaque, il va aussi mettre une difficulté au défenseur, à sa cible, qui devra réussir un jet de difficulté 9 pour se défendre activement. Ce qui fait que par exemple une première personne attaque un PJ à difficulté 7 et le PJ se défend à difficulté 7, si un deuxième personnage attaque ce même PJ à difficulté 9, ben le PJ ne pourra pas se défendre activement parce que comme ce sera sa deuxième action dans le tour, sa difficulté dépassera 10, elle atteindra 9 plus 2, 11. Donc il y a un peu ce système de plus je suis expérimenté, plus je vais pouvoir choisir de frapper avec une difficulté faible ou élevée selon ce qui m'intéresse, selon si mon adversaire a déjà joué dans le tour, selon si mon adversaire peut plus défendre, voilà, selon différentes options. Tandis que l'attaque à distance, la difficulté va être basée selon la portée de la cible, sachant que la portée dépend de l'arme de tir que vous utilisez. Si la cible est grande ou petite, ça peut mettre des bonus ou des handicaps, et selon si on est à couvert, ça peut aussi rajouter des handicaps au tireur quand la cible est à couvert. On peut essayer de viser, et ça, viser, c'est pas seulement au tir, c'est aussi au corps à corps. En fait, ça veut dire essayer d'ignorer une partie de l'armure ou infliger un malus spécifique à la cible. Par exemple, je peux essayer de frapper sa jambe pour faire vraiment une blessure à la jambe pour qu'il soit ralenti, des choses comme ça. Ou alors, il a une armure partielle, et donc je vais plutôt essayer de frapper un endroit où il n'y a pas d'armure. Donc viser, ça peut permettre notamment d'ignorer les points d'armure, mais par contre, ça va ajouter des handicaps supplémentaires. C'est assez intéressant parce que si on réussit notre attaque, on ne diminue pas le nombre de succès, donc on va forcément faire plus de dégâts. Et vous allez me dire pourquoi. Alors je ne sais pas si voilà, donc c'est ici résolution des attaques, comment ça marche. On va faire notre jet d'attaque, donc par exemple ça va être puissance plus corps à corps, et les dommages, ça va être égaux aux dommages de l'arme. Donc par exemple une épée, on a vu, c'était puissance plus 1, plus le nombre de réussites obtenues sur le jet d'attaque. Ce qui veut dire que si je lance 5 dés, difficulté 5 plus, parce que j'ai choisi que c'était 5, et je fais 4 succès, mon attaque elle est réussie, et mes dommages feraient 4 succès, donc 4 plus mon épée puissance 3 plus 1, on va dire. Je pourrais faire 8 dommages. Mais à cela, on va réduire les points d'armure de la cible. Donc si elle a une armure qui ignore 2 points de dégâts tranchants, et bien dans ce cas-là, je vais faire 6 dommages. Et ensuite, on va subir des blessures. Et donc là, on va comparer à un certain seuil, puisque chaque personnage, ça j'en ai pas parlé, on n'a pas parlé de la création de personnages, mais chaque personnage a un seuil de blessures légères, graves et mortelles, et il faut subir d'un coup un certain nombre de blessures pour obtenir une blessure légère ou une blessure grave ou une blessure mortelle, sachant que dès qu'un personnage a au moins une blessure légère, il aura un démalus à tous ses jets, une blessure grave, 2 démalus à tous ses jets, une blessure mortelle, il est vraiment à l'agonie, sauf personnages particuliers qui ont plusieurs blessures mortelles disponibles. Et donc quand on subit une attaque, on peut se défendre, soit avec une esquive ou avec une parade. Quand on fait une esquive, ça va être un jet de réflexe plus corps à corps, tandis que si on esquive un tir, ça va être réflexe plus vigilance. Donc réflexe c'est la caractéristique, corps à corps, vigilance c'est les compétences. Quand on fait une parade, ça va être je suis plus sûr, je crois que c'est puissance. Ouais, les parades s'effectuent avec la caractéristique de puissance, et on va utiliser corps à corps pour bloquer pour faire un blocage à main nue, mêlée si on a une arme de contact, et bouclier pour faire une parade avec un bouclier. Là c'est assez particulier je trouve. Donc en gros, quand on fait un jet de défense active, déjà il faut se rappeler qu'on peut avoir des malus si on a déjà agi dans le tour. Ensuite, si on obtient au moins autant de réussite que l'attaquant, si on fait une esquive, si on obtient au moins autant de réussite que l'attaquant, on esquive, on subit aucun dommage. Si on obtient moins de réussite que l'attaquant, on n'esquive pas, on subit tous les dommages, moins quand même notre protection d'armure. Jusque-là, logique. Si on fait une parade,
Si on obtient au moins autant de réussite que l'attaquant, on bloque entièrement la parade, on ne subit pas de dommages. Si on réussit mais avec moins de réussite que l'attaquant, les dommages de l'attaque sont réduits de l'indice de protection applicable du bouclier ou de l'arme, si on fait -1 si c'est juste une arme qui a servi à parer, mais globalement on n'utilise pas l'armure, c'est-à-dire que si j'essaye de parer, je me mets en danger puisque mon armure, l'indice de protection de mon armure ne sera plus pris en compte. Et si le jet est complètement raté, eh ben, on prend ni la protection du bouclier ou de l'arme qui a servi à parer, ni la protection de l'armure. Donc c'est vraiment une mise en danger. Par contre, on peut faire une contre-attaque. Donc si on réussit à parer avec 2 succès supplémentaires par rapport à l'attaquant, on va directement pouvoir faire une contre-attaque gratuite en utilisant réflexe plus corps à corps ou mêlée. Donc parfois contre-attaque, enfin parade, c'est bien je pense si on a de grandes chances de parer à +2, de parer ou de parer à +2. Si on a une proba assez faible de parer, ça sert à rien pour moi, il faut soit encaisser, soit esquiver. C'est assez particulier, mais pourquoi pas. Un petit hack de règle ici, moi je trouve que ça pourrait être intéressant pour rajouter du dynamisme, ou rajouter de la létalité, on va dire, que l'esquive ou la parade, ça puisse permettre au choix de peut-être subir moins de dommages, mais en subir quand même, mais d'avoir par exemple un débonus sur notre prochaine action contre l'attaquant qu'on vient d'esquiver ou qu'on vient de parer. Voilà, avoir quelque chose comme un token à réutiliser plus tard qui permet d'avoir un bonus contre ce personnage-là. Voilà pour les attaques et les défenses. Après, on parle des blessures. Donc, on a des seuils de blessures. Donc, comme je le disais, on peut subir des blessures légères, graves ou mortelles. Ça nous donne des malus. Il faut savoir aussi que dès qu'on subit une blessure, nos réserves diminuent. Donc, ma réserve de sang-froid et ma réserve d'effort. Dès que je prends une blessure légère, je vais avoir moins 1 dé dans mes réserves. Dès que je subis une blessure grave, je vais avoir moins 2 dés dans mes réserves. Et mortel, c'est assez violent puisqu'on a moins 1 dé par tour. Et dès qu'on a nos réserves vides, on meurt en gros. Donc, voilà, les blessures, ça veut dire que on peut parfois subir des tout petits montants de blessures. Par exemple, si j'ai un seuil de blessure légère à 3 et que je subis 2 dommages, bah, il va rien m'arriver. Je vais même pas avoir une blessure légère et ça se cumule pas. C'est-à-dire que si on me retape une deuxième fois et qu'on me remet 2 dommages, et ben, je vais toujours rien avoir. Petit hack de règle là-dessus, je pense que pour des PNJ un peu lambda, pas trop important, ça peut être intéressant d'avoir simplement un pool de points de vie, de pas s'embêter genre avec, je sais pas moi, un garde classique ou un voleur classique ou un truc comme ça, plutôt que de leur dire ok, eh ben, il peut subir 3 blessures légères, 2 blessures graves, une blessure mortelle, et il a un seuil de blessure légère à 2, un seuil de blessure légère, de blessure grave à 4, un seuil de blessure mortelle à 7, et ben à la place on va dire ok, il a 12 points de vie, et chaque dommage infligé c'est un point de vie, et quand il a, je sais pas, perdu la moitié de sa vie, il a un des malus à ses jets, et quand il est à 0, il est mort. Et je pense que c'est dommage de ne pas avoir mis cette règle optionnelle, supplémentaire, puisque quand on regarde le bestiaire, les PNJ dans les scénarios, etc., tous les personnages ont un nombre de blessures légères, graves et mortelles et des seuils de blessures légères, graves et mortelles. Je trouve que ça ajoute de la complexité pour pas grand chose. C'est très intéressant et je trouve que c'est une mécanique hyper intéressante. Ça peut être très intéressant de l'utiliser pour des PNJ importants, pour des gros monstres ou aussi pour les PJ bien sûr. Mais pour de la petite troupaille, pour des petits mercenaires, des affrontements, voilà, des personnages pas très importants dans les combats, j'aurais tendance à plutôt utiliser voilà, un pool de PV. Sachant que je crois que j'ai pas vu ça dans Gods nulle part, mais dans Vermine 2047, il propose aussi un système pour gérer des, comment on appelle ça, des masses, c'est-à-dire par exemple une horde ou un truc comme ça. Donc on pourrait, par exemple une meute de loups, on pourrait considérer la meute de loups comme un bloc de statistiques avec un certain nombre de blessures légères, graves, mortelles et des seuils, mais en fait c'est un nombre de loups, et donc on va gérer 5 loups comme un profil qui fera une attaque par tour. Voilà, c'est une autre option, mais je trouve que voilà, quand on joue des petits personnages qui sont censés tomber assez vite, par exemple avoir 12 PV ou 15 PV, c'est peut-être suffisant, moins compliqué que de gérer ce système de blessures qui, au demeurant, peut être très intéressant pour, comme je le disais, des gros monstres, des PNJ importants et des PJ. On parle des blessures mortelles, on parle des autres effets sur la santé, on parle de comment soigner, à savoir que c'est assez, en tout cas en début de jeu, avant d'avoir tout ce qui est bonus, etc., lié aux règles spéciales de Gods, c'est assez violent de soigner des blessures et de regagner, de regagner par que ce soit le soin ou le repos des points de blessure. On a un petit système de réputation, on parle de déplacement, de
longueur de saut, etc. Et après de personnages non joueurs. Et ça, c'est assez intéressant. J'aime bien ces 2 pages. Donc en gros, on explique comment rapidement créer un personnage non joueur. Et un PNJ, il va être principalement défini par sa menace, son expérience et son rôle. Sa menace, elle peut aller de mineur à effroyable, mineur, sérieuse, majeure, mortelle, funeste, effroyable. Elle va définir à combien de dés il attaque, combien de blessures légères, graves et mortelles il peut subir et quels sont ses seuils de blessures légères, graves et mortelles. Ensuite, on peut définir son expérience de débutant à légende. Son expérience, elle va définir combien de dés il lance pour ses actions de base, combien de dés il lance dans toutes les actions qui sont liées à sa spécialité, et combien de relances il peut avoir. Et ensuite, on peut définir son rôle de mineur à primordial, quel est son rôle dans le scénario, et ça va définir sa réaction, sa réserve de dés pour, je suppose, la journée. Ouais, c'est ça, non, c'est une réserve de dés utilisable chaque tour, réserve, nombre de dés. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a un rôle principal, 6 dés de réserve, ça veut dire que il peut dépenser 6 dés supplémentaires pour avoir des dés, c'est pas des relances, c'est des dés bonus supplémentaires. Ok. Donc assez violent. Et en plus, de base, ils auraient des armures partielles, intégrales, etc. Donc c'est assez intéressant de pouvoir rapidement se dire, ok, bah là, il rencontre un personnage et il y a un combat qui s'enclenche et je ne l'ai pas préparé. Et ben, je vais me dire que c'est une menace majeure, que c'est un personnage expert et que son rôle dans le scénario, par contre, il est secondaire. Je vais combiner ces 3 infos-là et direct, j'ai toutes les stats de mon personnage. Bien sûr, ça ne prend pas en compte tout ce qui est compétences, règles spéciales, d'éventuels rituels, d'éventuelles faveurs, d'éventuelles capacités d'éclat, mais ça permet d'avoir un bloc stat assez rapidement. Par contre, je reviens à mon commentaire précédent, je pense que vraiment, ça ne sert à rien. S'ils affrontent, je sais pas moi, 10 voleurs et que chacun des voleurs est considéré comme une menace mineure, expérience débutant, rôle mineur, c'est pas forcément hyper utile que le personnage il ait blessure légère, il peut subir une blessure légère, une blessure grave, une blessure mortelle. Et alors quelle serait la différence? Je réfléchis à ce que je disais avant. Donc par exemple, mineur, on va dire sérieuse. Ok, j'ai 2 blessures légères, une grave, une mortelle, et mes seuils c'est 2, 5, 8. Donc si je subis un dommage, il se passe rien. Si je subis au moins 2 dommages, j'ai une blessure légère, au moins 5 dommages, j'ai une grave, au moins 8 dommages, je meurs sur le coup. Et si on me fait que des petits dommages, par exemple on me fait entre 3 et 4 de dommages par tour, par action, et ben je vais d'abord prendre une légère, puis une deuxième légère, puis une troisième légère, mais comme j'ai pas de place, ce sera une grave, puis une quatrième. Donc en 4 attaques qui font entre 2 et 4 de dommages, donc c'est-à-dire entre 8 et 16 points de dommages, je le tue. Par contre, si je fais 8 dommages d'un coup, je le tue. Et si je fais 5 dommages 2 fois, je le tue. Est-ce que c'est plus facile à gérer que de simplement dire il a 10 PV par exemple? Je sais pas. Honnêtement, à tester. Peut-être que l'utilité sur ce genre de choses, ce serait d'avoir quelques petites cartes ou quelques petites feuilles où on peut très rapidement avoir ces blessures légères, graves et mortelles et qu'on peut les cocher rapidement. Peut-être qu'avec l'habitude, ça fonctionne bien. J'aurais quand même tendance de base à me dire pour les petits bonhommes, les petites créatures, simplement avoir un pool de points de vie c'est plus rapide, mais avec l'expérience peut-être que même quand c'est des petits bonhommes on peut facilement gérer ce système de blessures légères, graves et mortelles. Faudra que j'essaye. Voilà. Après on a 2 pages de techniques de combat, c'est assez marrant parce qu'on explique que 1 c'est optionnel, 2 pour maîtriser une technique il faut au moins le niveau expert dans la compétence liée, et 3 il faut un prérequis souvent avant de la maîtriser. C'est optionnel, l'oracle est libre de les autoriser ou non, mais par contre il y a rien qui explique comment on les acquiert. On n'explique pas que ça peut s'acheter avec de l'XP ou qu'on peut piocher dedans. Donc c'est intéressant, mais j'aurais quand même aimé un paragraphe supplémentaire qui explique comment on obtient, même si c'est optionnel, une proposition de points d'XP par exemple pour acheter des techniques de combat. Voilà. Et après on rentrera dans tout ce qui est groupe et personnages, mais je pense pas rentrer dans ce détail-là. Donc voilà, on est sur une bonne quarantaine de pages qui parlent des règles de Gods. Le système de base est assez simple. Derrière, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente où j'ai feuilleté le livre avec vous. N'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais dans la vidéo précédente, j'expliquais que les règles sont simples. Le système totem est plutôt simple.
Mais derrière, pour Gods, on a des dizaines et des dizaines de pages où en fait ça va être des capacités liées à notre peuple, des avantages, des avantages, des défauts, des capacités liées à notre éclat, des faveurs liées à notre divinité et potentiellement même des rituels magiques liés à notre background et à des rituels qu'on a débloqués. Donc tout ça, c'est un peu comme dans D&D, c'est des sorts, des effets qu'on va pouvoir, dans lesquels on va pouvoir piocher, qui vont parfois demander de dépenser des dés d'effort, des dés de sang-froid, etc. Mais en fait, ce qui crée la complexité, à mon avis, c'est pas une complexité technique, logique, c'est plus une complexité de fourmillement, une complexité d'information, puisque même moi, en tant que MJ, si je veux créer, c'est pas une magie freeform, si je veux créer, s'il rencontre un PNJ que j'ai pas forcément préparé et qu'un combat s'enclenche, et ben si je veux que ce PNJ, ou si je pense que ce PNJ a des capacités spéciales, des effets spéciaux, etc., soit je les invente sur le tas et j'espère que c'est équilibré, soit il faut que que je connaisse suffisamment le livre de règles, etc., pour aller chercher les bonnes capacités, les bonnes faveurs, les bonnes capacités d'éclat, les bonnes magies rituelles, etc. Alors encore que magie rituelle, ça prend toujours du temps, donc ça peut pas être pour une rencontre imprévue. Mais voilà, ça demande un peu peut-être de creuser, de comprendre un peu comment s'équilibre le jeu, qu'est-ce qui devrait être faisable, qu'est-ce qui devrait ne pas être faisable, et ça va plus être à ce niveau-là, je pense que la maîtrise du système va demander un petit peu de travail. Les règles de base, caractéristiques plus compétences, nombre de dés, difficulté, handicap, vraiment c'est plutôt simple, bien construit, assez facile à lire, assez facile à assimiler, et ça donne envie de tester. Voilà. Donc une vidéo de plus sur le système Gods et Gods le jeu de rôle. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur Gods, n'hésitez pas à aller voir. J'ai déjà parlé du recueil de nouvelles, du roman. J'ai fait une courte présentation de l'univers en un peu moins de 4 minutes, qui est géniale pour présenter à vos joueurs. J'ai feuilleté le livre, je vais continuer sur mon autre vidéo. J'espère que cette suite de vidéos vous plaît. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à mettre un j'aime si vous êtes encore là, à vous abonner si vous voulez plus de contenu similaire. Je vous souhaite bon jeu et vous dis à bientôt.